J'ai intitulé ma présentation Le parler et l'image, la condition de l'invention carolienne. Je commence par une citation de Deleuze. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'a pas un acte de résistance et pourtant, d'une certaine manière, elle l'est. Cet exposé est une tentative de tracer d'abord un parallèle entre les éléments du non-sens dans l'œuvre de Carroll, surtout dans Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir, et certaines adaptations cinématographiques de cette œuvre, de courts et de longs métrages ainsi que d'animation. L'intensité et l'inépuisabilité de cette œuvre va orienter et concentrer ma perspective vers les inversions et les paradoxes illustrés dans l'extrait cinématographique de Cecil Hepworth de 1903, intitulé d'après l'œuvre de Carroll, Alice in Wonderland. L'origine de cette œuvre de Carroll, si on admet qu'on peut y repérer une, se présente comme un événement qui surgit dans le quotidien victorien, celui des promenades en canot de Carroll avec les trois filles du doyen de Christ Church College, Henry Liddell. Depuis son enfance, Carroll, ou bien si vous voulez son vrai nom, Charles Ludwig Dodgson, faisait de très grands efforts pour pouvoir prononcer son nom, Dodgson, chose qui était due à un défaut majoritaire, hérité par 8 des 11 enfants de la famille Dodgson, celui d'un bégaiement persistant, mais non pas moins inapaisable, qui s'accompagnait de contractions et tensions de son corps, et qui d'ailleurs disparaissait quand il parlait aux enfants. En songeant au goût victorien pour les châtiments corporels des enfants, on pourrait faire préalablement l'hypothèse de l'incorporation de ce châtiment sous forme de gène guttural, qui sera, comme on va le montrer ci-dessus, la cause de toutes les opérations inventives qu'il fait subir à la langue. D'origine irlandaise, atteint d'un défaut impardonnable pour la société victorienne, celle-ci rassasiée de stratégies politiques, pédagogiques et morales de normalisation, où le bégaiement est de l'ordre de la gaffe. Dodgson and Carroll, parce qu'il y a les deux personnalités, est un écrivain mineur qui se confond avec ses propres personnages, devenant ainsi un personnage lui-même, dans son statut en tant qu'adulte enfant, professeur, écrivain et photographe, parce qu'il y a 3000 clichés de Carroll, dont la plupart ont pour sujet de petites filles à moitié nues, se trouve en permanence à la limite de la schizophrénisation sans pour autant affranchir le seuil, retraçant en permanence des lignes de fuite. C'est ainsi que Carroll articule sa micropolitique imperceptible qui affecte les corps et la pensée dans une temporalité double et pourtant simultanée. C'est au cours d'une promenade d'été, la journée du 4 juillet 1862, qu'il a inventé l'ébauche de cette histoire qu'il allait être rapidement transcrite à l'écrit, mot pour mot, à la demande d'Alice, grâce à sa mémoire puissante. De formation mathématicien et logicien, Carroll insère dans son récit des éléments logiques qu'il s'amuse à déplacer ou bien à inverser pour vite créer des dialogues ou bien des situations absurdes, éléments qui vont brouiller de plus en plus la frontière entre la réalité et le rêve. L'invention immédiate et le déclenchement spontané de toute une série de rencontres enchaînées s'accompagnent d'un processus vif et riche d'imagination et de visualisation immédiate, d'un monde à l'inverse dont on a l'impression de s'étendre sous nos yeux, pourvu que ce qui se déploie sous nos pieds s'allonge ou s'étend au niveau des yeux. C'est ainsi que ce monde de rêve, plus intense que la réalité, transforme la réalité elle-même en une intensité onirique sans pour autant la peupler de fées, mais de toute une bande de personnages, rois, reines, soldats, nains, animaux, doués d'un langage humain, à qui s'ajoute un échiquier et des cartes à jouer vivantes. Le chat Cheshire disparaît, un œuf qui fait le philosophe du langage, des jumeaux qui parlent en syllogisme ou bien des cartes à jouer qui volent, tous engagés à inventer et deviner des devinettes sans réponse, à chanter, à danser, à participer et à des jeux verbaux. Je vous dis une devinette, d'ailleurs dit par le lapin pendant la déposition au procès du valet de cœur. Je lui en donne une, ils m'en donnèrent deux, vous en donnâtes 3 ou davantage, mais toutes cependant leur revirent à eux, bien qu'on pût contester l'équité du partage. Donc il y a là peut-être les traces d'une jurisprudence à devinettes. Les devinettes sont idéales, il n'y a pas de solution ou de réponse définitive. Le jeu qu'elles impliquent est idéal. Les mots valises, comme Jabberwocky, doivent être comprises comme des synthèses disjonctives. Alice est une pure étrangère dans ce monde de paradoxes où elle est toujours dans un état d'alerte, à la recherche d'un nouveau chemin qui lui permettra de fuir de l'inconnu, avec empressement pour entrer enfin à la maison.
Et c'est bien ce désir de fuite qui l'a fait passer par toute une série de rencontres inattendues et brusques, sans pour autant lui laisser la moindre possibilité de se stationner. Sa fuite continue se rend possible et persistante en moyen de la discontinuité des rencontres et la vitesse de son propre glissement dans un territoire dont la configuration définitive est impossible parce qu'elle s'invente et se crée dans le rêve. La réalité du rêve et le rêve le plus réel qu'il soit se manifestent à la fois dans les deux directions en sens inverse, dans un espace de disproportion respectivement rempli et vidé de corps. Le type de disproportion le plus marquant dans l'œuvre est celui des corps, particulièrement de celui d'Alice. Je la cite d'ailleurs. « Si je deviens trop grande et par la suite indiscernable, si je deviens trop petite jusqu'à l'abolition. » Dilatation, agrandissement et contraction ou bien rétrécissement du corps d'Alice qui s'interchangent l'un à l'autre en s'alternant parallèlement avec le processus du manger et du parler. Dans la première version calligraphiée et illustrée d'Alice au pays des merveilles, Alice au topos de nulle part, Carroll avait dessiné une Alice gigantesque en forte disproportion avec les dimensions du salon à plusieurs portes fermées, avec un très long cou et fait du gâteau Eat Me et le liquide Drink Me, qui s'étant confondus avec son corps y avait opéré une transformation ou l'allongement du cou qui aurait éloigné la tête du reste du corps, rendant de cette façon la dominance céphalique propre à la morale pédagogie et politique victorienne faible, insignifiante et modifiant à la fin la structure disproportionnée du corps en un agencement de ses propres parties. Si l'agrandissement du corps dans des dessins de Carroll nous permet d'une certaine manière de repérer la création de nouveaux agencements corporels, le rétrécissement d'Alice inverse tout rapport spatio-temporel, normalisé, bouleversant ainsi tout fondement du moi qui se légitimait jusqu'à ce moment par une forte prétention d'identité corporelle, organique ou mécanique. Je cite Liane Moser, d'ailleurs qui a fait un nouveau usage de Deleuze dans une nouvelle pédagogie, un article d'elle, Devenir enfant. Corps machiné, déjanté, désarticulé, recomposé et désindividualisé, bref réinventé dans un agencement collectif d'énonciation qui remet radicalement en question la conception politique dominante de ce qu'est ou doit être un corps avec ses fonctions et ses attributs définitifs. À la question de l'éducatrice, qu'est-ce qu'une création? Les enfants répondent qu'un nez n'est pas une création, mais qu'un doigt dans un nez qui se frotte à un second, voire un troisième nez est une création. Ainsi, Charles Dodgson se trouve impliqué dans un devenir écrivain pendant cette promenade du début juillet, un devenir Carroll mineur, le professeur de mathématiques et logique dont la réputation ne s'affirme que sous la peau d'un écrivain qui amuse les enfants de l'époque par la perversion de la mathématique, particulièrement l'arithmétique et la logique. L'arithmétique gagnant une dimension étrangement moralo-économique, alors que la logique inverse tout rapport hiérarchique entre la signification et le sens dont celui-ci se pervertit dans le rêve. L'arithmétique ne consiste pas en opérations comme l'addition, multiplication ou soustraction, mais d'ambition, distraction et dérision. Le non-sens est le principe qui affirme le manque du sens sans pour autant paralyser son effectuation toujours à venir dans la donation du sens. La perversion de la logique consiste en le dépassement de la possibilité de la vérité comme distinction du vrai et du faux. Rien n'est ni vrai ni faux, mais paradoxal. Il y a 3 dimensions chez Carroll. La logique, le langage et les images, surtout dans ses dessins. D'ailleurs, un livre sans dialogue et images n'est pas digne d'Alice. Le rêve a besoin d'images et du langage. Comme c'est le cas de la discontinuité du rêve, cet extrait cinématographique, donc celui de 1903, est fait d'un montage brut, d'une succession continue des rencontres ou des événements purs. D'ailleurs, les dessins de Carroll ont servi déjà de storyboard ou, pour franciser un peu, en scénario image qui représentait ou qui illustrait le film au départ.
La chute d'Alice dans le terrier du lapin est due à la gravité inversée, celle dont le vecteur n'est pas dirigé vers la profondeur de la Terre, mais la surface autre, là où, je cite Deleuze, la géographie nous enseigne que la Terre n'est fertile que sur une mince couche et l'histoire nous enseigne que les bonnes routes n'ont pas de fondation. Se lancer vers le vide résultera juste après, comme on l'a vu dans l'extrait de Hepworth, un déplacement souterrain vers la surface par un corridor ou un passage horizontal. Le rêve et le réel sont toujours à la limite, pas plus du rêve que du réel. L'anorexie du parler est le fait de manger l'aimant, l'impossibilité du locuteur et richesse infinie du langage. Les éléments mangés, parlés, évidemment, devient ça du je n'ai parlé, alternant ainsi les deux activités de telle façon que manger élimine le parler et vice-versa. D'ailleurs, on comprend très bien pourquoi Kafka il a beaucoup influencé par Carroll. Dès le début du conte, on remarque un ébranlement du moi chez Alice qui consiste à brouiller le rapport binaire intérieur et extérieur. Ses larmes extériorisent son intérieur, formant ainsi un courant fort d'or salé dans lequel flottent sur la surface animaux et objets, Alice y compris. Ainsi, la devise poétique « se noyer dans tes larmes » est pas moins philosophique, ce qui nous fait penser à Héraclite, est celle d'un devenir surface, décor dont le flottement à la surface se présente sur une double temporalité, ce qui vient de se passer et ce qui va se passer dans la simultanéité. La continuité réversible et simultanée de l'intérieur et de l'extérieur, infiniment le passé et le futur, dit Deleuze. La question primordiale « qui suis-je » se transforme en « que suis-je » ? Suis-je un meuble ? Suis-je un fantôme ? Suis-je moi ? Suis-je Alice ? Les noms propres et le bon sens du langage qui avaient été employés avant ce voyage étrange cessent d'exprimer l'identité individuelle. Le sens ne peut pas se passer de la proposition, ne formant pas un cercle, mais un rapport entre deux faces en suivant leur longueur, dit Deleuze, dans la logique du sens, page 34. Les effets enchaînés se conjuguent, les verbes à l'infinitif en tant qu'expression pure inventent le réseau des sémis. Le corps se vide des organes, prend sa forme parfaite, celle d'un œuf, traversé d'identité. Ni cou, ni tête, ni membres, devenant tous des impi-dumpi. Ainsi, le texte de Carroll, à traduire et inventer, nous est parvenu par Henri Parisot, dont les inventions sémantiques ne touchent pas à la structure grammaticale, et on a aussi la version brillante d'Antonin Artaud qui a inséré dans sa propre adaptation de type schizophrénique l'élément persistant des effets non langagiers à qui on doit l'invention de nombreux mots, cris, mots, souffles, dont les intensités dans la phrase sont uniquement de l'ordre agrammatical. Il y a une certaine impossibilité de traduire Carroll, donc on le voit bien dans le cas d'Henri Parisot et surtout dans le cas d'Antonin Artaud. Le texte n'est pas une traduction littérale, mais le surgissement de notre texte, un nouveau texte parallèle qui implique tout un processus d'invention langagière qui s'appuie sur les éléments non langagiers comme les cris, la répétition folle, des consonnes imprononçables, les mots valises, qui sont à la base des éléments de style explorant la variation du langage. Je cite Deleuze, « L'événement et le langage sont coextensifs au devenir et le devenir lui-même est coextensif au langage. Les paradoxes, les jeux logiques et l'humour sont l'art de la surface, ils font surgir la profondeur dans la surface par l'immédiat du langage. Le sens est à la fois l'exprimable et l'exprimé, de la proposition et l'attribut de l'état des choses. Le sens est à la frontière des choses et des propositions, le sens est l'événement lui-même. » Mais à part l'aspect langagier de l'œuvre de Carroll, la visualité du récit parcourt toute tentative de réécriture et réédition. Comme dans le rêve tissu d'images et configurations déformées ou disproportionnées, de temporalité double ou bien de bribes de dialogue ou de phrases articulées qui ressemblent parfois à la glossolalie, à des répétitions persistantes, à des mots sans sens qui se situent plutôt à la frontière des sons, l'écriture de Carroll va parallèlement avec toute une invention de la conception visuelle sans laquelle ces romans auraient été de tristes livres sans images, alors qu'il y a dans le devenir enfant de l'enfant lui-même tout un flux d'images disconcordantes et discontinues, des signes imagés. À quoi peut bien servir un livre sans images et dialogue, dit Alice. Dans mon monde, le livre n'aurait que des images.
L'invention en image est d'ailleurs l'ébauche d'une nouvelle pédagogie que Carroll propose à la société des protocoles discursifs, non pas celle de tresser des phrases sèches, de structure et lucidité impeccable, mais de pouvoir appréhender le monde par un montage de l'imagination. Une série de dessins de Carroll et après de John Tenniel accompagne le texte écrit, formant ainsi un récit discontinu en images. Le conte en dessin est fait de rencontres singulières en images, formant ainsi une série qui se prolonge d'un événement singulier vers un deuxième, qui transforme des points singuliers en des séquences discontinues, ce qu'on va appeler une histoire en images. L'événement ne doit pas être confondu avec l'accident qui est l'effectuation spatio-temporelle de l'événement idéal. On remarque que dans la première version écrite d'Alice au Pays des Merveilles, Carroll opère une distribution nomade des dessins, comme dans les coups singuliers du jeu de croquet. Le jeu est disjonctif et fait réseau. Les problèmes et les devinettes ne recèlent pas de l'ordre de la question, mais d'un jeu fugitif dont les règles se schizophrénisent. L'humour, c'est l'affect du vagabondage d'Alice dans le pays du non-sens. D'ailleurs, l'humour est aussi un élément de résistance. L'arrivée d'Alice au Pays des Merveilles se précède par des années de curiosité et de passion vis-à-vis de la photographie. En 1856, il collabore en particulier avec le magazine The Train, dont le rédacteur Edmund Yates choisira parmi 4 pseudonymes proposés par Dodgson celui de Lewis Carroll. Son nom d'auteur est forgé à partir de ses prénoms traduits en latin. Charles Ludwig donnant Carolus Ludovicus, inversé et traduit à nouveau Ludovicus Carolus donnant Lewis Carroll. Cette même année, traversé par le sentiment de ce qui sera plus tard le spectacle cinématographique, il écrit d'ailleurs dans son journal « Je pense que ce serait une bonne idée que de faire peindre sur des plaques d'une lanterne magique les personnages d'une pièce de théâtre que l'on pourrait lire à haute voix, une espèce de spectacle en marionnette. » Il achètera son premier appareil photographique à Londres le 18 mars 1856 et quelques jours plus tard, il se rend dans le jardin des doyens Liddell au Christ Church College pour photographier la cathédrale. Il y trouve les 3 fillettes Liddell, dont Alice, sa future inspiratrice, et les prend pour modèle. D'une certaine manière, il avait songé à un spectacle d'images sur la surface plate. Ce qui va nous intéresser par la suite est la réception cinématographique de l'œuvre de Carroll. Dans l'extrait que vous avez regardé tout à l'heure, Alice se trouve soudainement dans la maison de la duchesse où il y voit un bébé couvert de poivre. Elle le prend dans ses mains pour le protéger de cette folie poivrée qui hante la maison et le voit se transformer tout d'un coup en un cochon. Il y a là une opération de transfert qui opère et qui déclenche un devenir animal. D'ailleurs, cette première adaptation cinématographique est traversée par de fortes oscillations, rester un être des hauteurs ou bien des profondeurs, devenir un animal souterrain ou artisan de tête, être un enfant ou un cochon. La longitude et la latitude du corps d'Alice s'expriment par l'éloignement et le rapprochement de la caméra, par ses mouvements horizontaux, créant ainsi des perceptions déplacées des dimensions et déclenchant des affects du corps par la vitesse ou la lenteur. Ces oscillations s'intensifient et se multiplient en s'imposant sous forme de disjonction d'une portée et d'effets politiques. Le chat Cheshire, qui d'ailleurs dans le film est le chat de la famille Hepworth, un personnage très ambigu dont la totalité corporelle et les expressions de son visage ne sont pas simultanément et intégralement visibles. Dans l'extrait que vous avez vu, le réalisateur, au moyen du fond noir derrière, des schémas d'éclairage et de la position de la caméra, arrive à plonger le corps du chat, sauf sa tête, dans le noir, pour incarner la disjonction. Est-il indemne ou est-il blessé? Est-il présent ou absent? Est-il visible ou invisible? Est-il une tête ou bien un corps séparé de sa tête? Lui a-t-on décapité la tête? Le chat Cheshire est insaisissable, un objet ou bien sujet, objet et sujet à la fois, qui échappe à tout pouvoir de la reine de cœur, qui, représentant une disjonction synthétique, trace en continuité des lignes de fuite et invente de nouveaux espaces pour lui, là où toute confrontation, résistance et indifférence vis-à-vis de l'aberration du pouvoir de la reine deviennent insignifiantes. Il y a une possibilité de proposer et d'effectuer d'ailleurs des actes micropolitiques qui créent des espaces d'action et d'opération sans pour autant tomber dans les griffes du pouvoir. Inventer et découvrir un autre champ d'action, un nouveau territoire qui est inaccessible, voire imperceptible aux structures du pouvoir.
Dans l'autre côté du miroir, deux séries opposées sont présentes. D'une part, les deux juments, Tweedledum et Tweedledum, qui sont de la pleine convergence et continuité, et Humpty Dumpty, celle de la divergence et de la discontinuité. L'élément psychanalytique, en tant qu'élément très présent et dominant, est la brique qui tient le mur, mais elle n'est pas la seule. La reine et le roi, les deux figures représentatives de celles de la mère et du père, le sourire sexualisé du chat à Cheshire, la tentation de s'en apparaître inattendu sur l'arbre, d'un sourire éclatant, consistent en toute une série d'indices qui laissent la place à une interprétation psychanalytique du roman et de l'extrait. Deleuze dit dans La logique du sens, il y a toujours beaucoup d'art dans un groupement de symptômes, dans un tableau où tel symptôme est dissocié d'un autre, rapproché d'un autre encore et forme la nouvelle figure d'un trouble ou d'une maladie. Les cliniciens qui savent renouveler un tableau symptomatologique font une œuvre d'artiste et les artistes sont des cliniciens, non pas de leur propre cas, ni même de cas en général, mais des cliniciens de la civilisation. L'artiste est à la fois le médecin et le malade de la civilisation, ce qui était d'ailleurs le cas de Carroll qui a prévu les effets moraux et politiques d'une civilisation à venir qui mijotait au sein de la société victorienne. Un autre aspect technique, mais n'ayant pas moins une portée philosophique, est la technique du montage mise en place dans l'extrait de 1903, extrait merveilleusement brut, pas encore adapté aux exigences du marché, de la distribution et de la structure hiérarchique de l'industrie cinématographique. Il s'avère très important de maintenir prudemment un parallélisme entre la temporalité double dans le récit de Carroll et de la technique du montage qui détermine le style et la signature de Hepworth. Le montage en anglais hard cut, en coupure immédiate et discontinue, la schizophrénisation de la narration en séquences courtes et divergentes ne relève d'aucune logique interne de l'image. La vitesse accélérée du mouvement, il y a d'ailleurs 16 photogrammes par seconde, donc on a l'équivalent en anglais de frames. L'enchaînement des rencontres à un rythme intérieur n'est qu'un des effets du principe de non-sens imagé qui se déploie dans les deux sens à la fois, absence et donation du sens. L'image, trait d'union trait d'union natif, donc l'imaginatif photographique, est celui exprimé par les dessins d'illustration, témoigne d'une potentialité originaire, visuelle et cinématographique dans l'œuvre de Carroll, qui s'articule en même temps comme un moyen d'exprimer sa propre contestation vis-à-vis du milieu rigide moral, social et politique. La littérature de Carroll et les adaptations cinématographiques font presque un manifeste latent contre la pédagogie traditionnelle, inscrite dans un processus d'invention de nouvelles pédagogies, celle des inversions, des paradoxes, de la modification de toute convention culturelle et symbolique, le dessin, la photographie, le rêve, les rencontres. Sa nouvelle pédagogie en images passe à côté de la pédagogie du discours, en évitant tout instant ces protocoles victoriens de caractère social. Carroll est aussi un dessinateur mineur, le style de ses illustrations sur la première version calligraphiée et éditée d'Alice au pays des merveilles était loin des préférences des lecteurs de l'époque. C'est pour ça que John Tenniel a fait les dessins de la première publication. Carroll a remis en question ce qu'être un enfant voulait dire et de même quel type d'adulte la société était en train de forger. Sa littérature est une approche contre l'institution de l'adulte qui implique la contestation de toute institution des adultes, la justice, l'école et les privilèges royaux. L'obsession de la reine pour la décapitation de tous ceux qui enfreignent l'ordre établi de la raison, d'ailleurs une raison en excès, va avec une platitude complète des corps des soldats cartes à jouer, platitude qui annule et rend insignifiante, voire dérisoire, la coupure entre la machine de la raison et le corps où elle s'opère. La platitude annule toute épuration du non raisonnable, puisqu'elle effectue en lui une variation interne qui opère la donation du sens, sans pour autant l'effectuer dans la spatio-temporalité concrète. Le surgissement du rêve de l'autre, ce qui est le cas d'Alice qui a peur du roi, d'être dans le rêve du roi, est un moment fondamental du diagnostic du pouvoir, d'ailleurs indéterminé, imprévisible, ce qui recèle du bouleversement des catégories du moi, de l'identité et de la conscience. Alice est dans le rêve du roi,
Qu'est-ce que cela peut donner d'être dans le rêve de l'autrui et que tu peux disparaître d'un moment à l'autre, faire un non-existant. Comme Deleuze le dit très bien, il n'y a rien de pire qu'être pris et capté dans le rêve de quelqu'un. C'est le cas d'Alice qui craint d'être un non-existant, de n'exister que dans le rêve du roi. Gaucher farouche, Carroll écrit des lettres et des poèmes à l'inverse, commençant par la signature et finissant par l'ouverture d'une lettre. L'inversion est une caractéristique qui marque sa façon de créer. Il invente des histoires imaginaires, comme on conçoit et envisage le processus de visualiser dès le départ et de réaliser un film, tourner un film comme Carroll, dans l'improvisation et dans l'invention des histoires qu'il raconte à Alice et écrire comme le processus de montage, mettre les images ou bien les événements en une série dont la logique et la causalité n'est pas du tout la condition de mettre en place le projet de montage. À partir de notre perspective de spectateur cultivé des salles de cinéma, cet extrait muet semble inclure le silence comme un élément de la variation de l'image. Le silence semble se transformer en un principe inconditionné qui opère d'ailleurs la donation de l'image. Merci.